Bonsoir les amis, on est à Noisy-le-Grand, devant la mairie, il y a un conseil municipal, on est le 7 mars, il est 19h30. Il y a un conseil municipal, on va voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Bon, l'ordre du jour c'est ça. Désignation de secrétaire de la séance conseil municipal en date de 7 mars, approbation du procès verbal, séance conseil municipal en date de 30 novembre, approbation procès verbal, encore 21 décembre, communication rapport d'activité et de compte administratif de l'établissement public territorial Grand Paris Est pour l'année 2022, désignation de référent d'éthologue, approbation de la convention de financement de projet récital entre commune Noisy-le-Grand et la Caisse des dépôts, remise de prix aux participants au hackathon à l'intelligence artificielle organisé par la ville de Noisy-le-Grand. Voilà, c'est des sujets qu'on n'a pas d'infos déjà. Voilà. Bon, c'est très intéressant de participer et d'observer, de regarder qu'est-ce qui se déroule dans les conseils municipaux. Hein. Parce que malheureusement tout ça se passe dans les conseils municipaux. Vous voyez ? L'éducation et l'enfance. Je rappelle par ailleurs que l'année 2022 a vu l'inauguration du groupe scolaire L'Oiseau Recueillir, premier bâtiment à énergie positive de la ville. À cette occasion, il a reçu le prix des écoles de l'association Fibois en juin 2023. Dans le même élan, la ville a également été désignée lauréate de l'appel à projet de solarisation métropolitain visant à accompagner les collectivités dans le développement de projets photovoltaïques sur leur territoire. Notifiée de sa sélection en octobre dernier, la ville pourra bénéficier d'un accompagnement à la réalisation d'études sur le potentiel scolaire des bâtiments communaux pendant 3 ans. C'est une étape essentielle dans notre transition vers une énergie plus propre et renouvelable.
Par ailleurs, le territoire francilien dispose de potentiel de développement de la chaleur renouvelable grâce à la géothermie. L'écoquartier de Marne, dont les premières livraisons ont eu lieu en 2022, est ainsi raccordé au réseau de chaleur de Neuilly-sur-Marne. Des études d'opportunité sont en cours en lien avec le CIPEREC pour étendre l'offre de géothermie à de nouveaux périmètres loisirs. Ainsi, toutes ces réalisations et projets témoignent de notre plein engagement en faveur de la transition énergétique et nous continuerons à travailler main dans la main avec tous les partenaires pour développer des solutions innovantes et efficaces pour lutter contre le changement climatique. Avant de débuter l'ordre du jour, je souhaitais profiter de ce début de conseil pour remettre à l'ensemble des élus, majorité et opposition, un exemplaire du livre Histoire des rues de Noisy-le-Grand. Cet ouvrage réalisé par l'association Noisy-le-Grand et son histoire, sous la houlette de son président, M. Jouanneau, est le fruit de Noisiliens passionnés d'un important travail de recherche. Il retrace l'histoire des rues de notre ville à travers les époques et nous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire de notre commune. Nous y retrouvons également de nombreux dessins, cartes et photos qui retracent l'évolution de Noisy. J'ai donc souhaité que la ville puisse acquérir un exemplaire pour chaque élu. J'en profite pour saluer M. Jouanneau et les membres de l'association ici présents et les félicite pour ce superbe ouvrage. Donc, je suppose que ce sont messieurs les apparateurs qui font la distribution. C'est ça? Ah, ils sont là. Très heureux d'être sans doute invité à l'inauguration de la cour Oasis. Alors, c'est la première cour Oasis des écoles élémentaires. Je fais déjà 2 cours Oasis sur les établissements scolaires, parce qu'il y en a une à Victor Hugo et il y en a une au collège François Mitterrand. Deuxième chose, merci pour la distribution de cet ouvrage. Il se trouve que j'en ai déjà un, mais je saurais utiliser le deuxième en sachant à qui l'offrir. Et à l'occasion des vœux à la municipalité, d'ailleurs, un des membres de l'association m'a expliqué que les crédits manquaient pour des réimpressions et que le succès du livre avait été tellement important que les frais de réimpression, qu'il souhaitait pouvoir réimprimer certains exemplaires. Alors, le président Jouanneau est là, donc je ne veux pas dire de bêtises, si je dis une bêtise, il faut surtout qu'il me pousse du coude, mais que les fonds manquaient pour procéder à la réimpression et qu'il n'y avait plus d'exemplaires disponibles et qu'à ce titre-là, peut-être pourrions-nous, lors d'un prochain conseil, peut-être voter une subvention supplémentaire pour permettre la réimpression de ce magnifique ouvrage. Merci. Oui, merci, M. Constant. Les observations faites par Fabien Romain, il paraît que ce problème est réglé et que on a reçu, je dois accepter le fait de financer la réimpression. On verra ça. Dans un prochain conseil, il y aura une délibération du maire. Oui, mais c'est confirmé, ça pourra vous être confirmé. Très bien. Municipal du 22 décembre 2023, vous m'avez pris à partie pendant au moins un quart d'heure parce que j'avais osé écrire à monsieur le préfet. Vous avez affirmé que je vous détestais. Vous êtes allé jusqu'à dire, je vous cite, « Je sais bien qu'il n'aime pas les femmes, mais quand même ». Ces propos ont été condamnés par l'ensemble des élus d'opposition qui, toutes et tous, dès le 21 décembre, m'ont envoyé des messages chaleureux de soutien. Qu'ils en soient toutes et tous remerciés, cela fait du bien. Cette allusion à ma vie privée n'est hélas qu'une itération de plus dans l'ensemble des emportements qui sont les vôtres à l'égard des représentants des Noiséennes et des Noiséens. On retiendra une blague douteuse sur ma mère décédée, une insistance à parler de ma vie professionnelle, un éclat de rire un peu gras lorsque M. Bornand faisait remarquer qu'étant derrière lui, c'était gênant de me parler. On retiendra aussi les petits contes du fond destinés à M. Ferrier-Goulamoussen et à moi, votre « Je vous emmerde » lancé à Emmanuel Constant, le « Ma petite dame » à Mme Hélénon, les « Vous êtes débile » à M. Monnier, ou encore le refus de sanctionner votre élu, M. Le Pennec, qui lance pauvre con à M. Goulamoussen. On retiendra aussi, et c'est le conseil du 30 novembre, on retiendra aussi les multiples menaces qui scandent vos propos, de la diffamation par-ci, une plainte par-là, y compris contre notre regretté ami Hervé Carré, parce que nous avions ensemble rebouché des trous creusés par vos pelleteuses sur le voile du lumière. Le 21 décembre, en évoquant ma vie privée pour justifier le fait que je vous détestais, vous avez franchi plusieurs lignes rouges. Celle de la dignité, d'abord, parce que vous n'avez pas parlé de ma vie privée dans une assemblée politique.
Parce que vous n'avez rien à dire sur ce que je suis, sur ce que je vis ou avec qui je vis. Parce que je ne veux ni les dégoûts des saintes nitouches, ni la commisération des dames patronesses, comme disait Roselyne Bachelot. Je n'ai jamais mis en avant ou évoqué ici ma vie privée, vous l'avez fait à ma place. Celle de la décence ensuite, parce qu'en affirmant que je n'aime pas les femmes, vous reprenez les vieilles rengaines nauséabondes qui ont fait le sel de la détestation de l'autre, celle de l'extrême droite, la nourriture de ceux qui veulent encore nous jeter à la vindicte populaire, ceux qui trouvent que mon mode de vie n'est pas compatible avec leur morale. Tenir ce genre de propos aujourd'hui, au lendemain où la République a demandé pardon à ceux que l'on a jetés en prison de fait de leur préférence, madame, c'est abject. Ces limites que vous avez franchies, ce sont finalement des atteintes à la démocratie, car en déplaçant le combat sur un plan personnel, vous faites en sorte d'oblitérer le fond, là où finalement vous êtes fragile. C'est la technique de Trump et des populistes. Car madame, pour moi, peu m'importe votre personne, ce que je combats de toutes mes forces, c'est le mal que votre politique fait à notre ville, à ses habitantes et à ses habitants. Pas ce que vous êtes, mais ce que vous faites. Un combat d'idées, ce n'est pas un combat de personne. Or, les propos que vous avez tenus, madame, ont abaissé le débat politique. Répondez plutôt aux questions des élus d'opposition plutôt que de leur tourner le dos. Mettez en place des commissions sur les finances, sur l'urbanisme, sur le PLUI qu'on va évoquer bien plus tard, sans réel d'ailleurs débat hélas sur le fond. C'est cela que l'on entend de vous et non des insultes, des énervements, des mouvements d'humeur ou des passions tristes. Les insultes sont en raison de ceux qui ont tort. Je constate alors que vos propos ne figurent pas dans le compte rendu du 21 décembre, ni vos menaces, ni toutes vos menaces dans le compte rendu du 30 novembre. Vous dites que je suis odieux avec vous, madame. Il ne me semble pas qu'une lettre au préfet soit odieuse et mérite l'insulte que vous m'avez lancée. Ainsi, je demande à ce que vos propos tenus à mon encontre soient intégralement inscrits dans tous les comptes rendus. Cela sera utile aux générations futures qui voudront comprendre pourquoi leur terre a brûlé et s'est noyée sous votre béton. Ils trouveront dans vos registres nos poussières, mais certainement pas la trace de vos vertus. Comme M. Constant, le Père Noël me l'a apporté dans ma boîte il y a quelques mois, et j'ai pu lire, et il est extrêmement bien, extrêmement en termes de contenu, mais également en termes de forme. Très bien fini, et donc merci pour cette initiative. Je voudrais également saluer l'arrivée dans le groupe de Joëlle Léon. Joëlle, vous le savez, a été adjointe de 2015 à 2021, et elle partage des qualités qui sont très chères à notre équipe, des convictions déjà, et puis un sens de l'intérêt général au-dessus de son intérêt personnel. En 2021, il y a déjà 3 ans, Joëlle avait préféré démissionner plutôt que de tolérer des propos inacceptables dont on avait été témoin. Joëlle sera utile à notre groupe. Elle a une connaissance fine de Noisy-le-Grand, en particulier des quartiers du Pavé Neuf, du Mont-d'Est, du Palacio et des Baeurs, dont elle a été élue de quartier. Elle dispose en outre d'une certaine expertise à la fois professionnelle mais aussi politique dans les sujets d'emploi, d'insertion, politique de la ville et de jeunesse. Nous accueillons donc dans notre groupe une femme à la fois compétente, engagée au bon sens du terme, respectée et appréciée par les Noisiens et tous ceux qui la connaissent. Nous, notre groupe politique, Joëlle, nous souhaitons bienvenue dans l'équipe. Par ailleurs, je voudrais rebondir sur les propos, sur l'intervention de M. Manfredi, pour dénoncer le groupe s'offusquait de votre intervention. Donc, si vous ne vous engagez pas à réintégrer ces éléments dans le PV, contrairement à notre habitude, nous nous abstenons sur le PV, cette fois-ci, nous votons contre. Et je retiens de l'intervention à l'instant de M. Manfredi que, en effet, à chaque fois que vous vous sentez déséquilibré sur le fond, vous en arrivez à des attaques personnelles. Et pour finir, vous allez dire qu'on se répète, mais une nouvelle fois, le conseil municipal ne sera ce soir pas retransmis, en tout cas pas par la ville. Je rappelle que le budget pour retransmettre le conseil municipal, c'est à peu près 7 000 €. Au regard du budget de la ville, c'est rien du tout. Et pourtant, cette retransmission apporte un peu de démocratie et permet aux citoyens de connaître les positions de leurs élus, leurs attitudes, ce serait utile, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Cette manœuvre, elle est absolument antidémocratique et
une nouvelle fois en contradiction avec vos promesses de campagne, où vous étiez engagé à plus de transparence et à retransmettre les conseils municipaux. Nous vous demandons donc une nouvelle fois, remettez en place la retransmission de ces conseils municipaux. Je vous remercie. Procès verbal du 30 novembre. Pour, contre ou abstention. Madame Martas, Monsieur Benigni. Plus complexe que pour le reste de la France entière. C'est-à-dire qu'en 2010, une loi avait décidé que chaque commune devait appartenir à une intercommunalité à fiscalité propre. Alors après, selon la taille de l'intercommunalité, ça pouvait être une communauté de communes, une communauté d'agglomération, quand l'agglomération dépassait les 50 000 habitants, une communauté urbaine ou une métropole pour les très grandes agglomérations. Cette loi a été appliquée quasiment à l'ensemble de la France, sauf à ce qu'on appelle la petite couronne parisienne, c'est-à-dire Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, à la demande d'un amendement sénatorial, d'un sénateur qui est connu dans cette salle, puisque c'était à l'époque le sénateur Philippe Dallier, sénateur maire des Payes-Sous-Bois, qui avait proposé qu'il n'y ait pas d'obligation en petite couronne parisienne parce qu'il plaidait pour une métropole qui fusionnait les départements de la Seine-Saint-Denis et le département de Paris. Enfin, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Hauts-de-Seine et Paris. Et quand est arrivée la loi MAPTAM en 2014, la France était entièrement en intercommunalité à fiscalité propre et il restait deux cas à régler, on va dire Paris et Marseille. La difficulté pour Paris, c'est que la métropole qui était conçue était une métropole à hauteur de 7 millions d'habitants. La plupart des métropoles françaises, il faut que vous le sachiez, sont des métropoles à 400 000. Les plus grandes, Bordeaux, Toulouse, dépassent ce seuil, évidemment Lyon et Marseille, mais l'exécutif de se dire on va se remettre à plat sur la contribution des communes. C'est-à-dire que la contribution des communes était le fruit d'un héritage entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil qui étaient avant en communauté d'agglomération, les autres villes qui n'étaient pas en intercommunalité. Donc l'originalité de ce territoire, c'est que sur 14 communes, 12 n'étaient pas en intercommunalité au moment de la création du territoire de la métropole. Et donc, au début, des transferts avaient été faits, des évaluations avaient été faites, mais il y avait un sentiment que tout ça n'était pas bien connu par tout le monde. En plus, en 2020, il y avait eu un certain nombre de changements dans les équipes municipales, donc il y avait nécessité d'une forme de remise à plat pour que la confiance soit là, et parce que comme on est un établissement public de coopération, si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas coopérer. Donc c'est un travail, on a fait un gros travail qui s'est traduit par ce qu'on appelle la commission locale d'évaluation des charges transférées, où on a remis à plat les contributions des uns et des autres, le financement des compétences, pour arriver à un accord à la fin de l'année 2022 qui remettait la contribution des uns et des autres à un niveau. Chaque conseil municipal a revoté sur cette contribution. Vous avez vous-même voté votre nouvelle contribution. Elle a été étalée sur plusieurs années, son évolution a été étalée sur plusieurs années, et ça a permis de faire augmenter le fonds de compensation des charges territoriales, c'est-à-dire la contribution des communes au fonctionnement du territoire, en gros de 8 millions à un peu plus de 10 millions d'euros, qui va s'étaler sur 3 ans. Génial, c'est-à-dire comme le pays et la ville de Paris qui se sont engagés à ce qu'un certain nombre d'épreuves puissent se dérouler pendant les Jeux Olympiques dans la Seine, des épreuves de natation, il fallait faire un de vastes investissements pour pouvoir essayer de rendre la Seine baignable
d'ici les Jeux Olympiques notamment, et puis après tout le temps, y compris la Marne. Voilà, et donc nous, pour que vous ayez en tête, le plan Marne Propre, il représente 205 millions d'euros à faire sur 3 à 4 exercices budgétaires, ce qui est une somme colossale, puisque la capacité normale du budget annexe d'assainissement d'investissement, c'est plutôt 20 millions d'euros par an. Donc on n'est pas du tout sur les montants à 70 et autres. Alors évidemment, ce plan est fortement subventionné, mais c'est pour ça que vous voyez qu'en 2022, nous avons des dépenses à peu près de 30 millions d'euros en investissement sur l'assainissement, et quand vous verrez le rapport d'activité 2023, vous verrez qu'on est plutôt à 50. Voilà, parce que effectivement, plus les années passent, plus le rythme d'investissement a été pris, et donc ces 200 millions d'euros d'investissement, ça correspond à 27 km de réseau d'eau usée à créer et d'eau pluviale à réhabiliter, parce que la problématique, c'est dans un certain nombre de villes du territoire, les gens sont branchés sur les eaux pluviales, et les eaux pluviales se déversent dans la Marne. Donc évidemment, ça contribue à polluer énormément la Marne. Donc le but est de pouvoir remettre les eaux usées de plus de 20 000 personnes. On a ciblé 8 000 dans le plan qui était prioritaire, de remettre leurs eaux usées dans des eaux usées et pas dans les eaux pluviales. Voilà, donc ça, on a un budget à peu près vous voyez, à peu près entre 40 et 50 millions sur l'annexe assainissement, et puis plus de 100 millions sur le fonctionnement. D'ailleurs, qui passera au prochain comité de programmation de l'ITI, le 25 mars de mémoire. Et donc, ça permet d'aider la ville à financer son projet. L'aménagement, ça c'est une compétence que nous partageons avec la métropole et que nous exerçons aussi pour le compte des villes. Donc en 2022, il y a eu 2 études urbaines assez importantes. Une sur ce qu'on appelle les ex-emprises de la 103, que nous voulons transformer en coulée verte. Alors en 2022, on avait inauguré en avril ou en mai le parc du plateau d'Avron, la première tranche à Rosny-sous-Bois. On devrait d'ici 2025-2026 faire la deuxième tranche. Et puis l'idée, c'est de continuer sur l'île de Plaisance et d'arriver à faire une coulée verte. Elle a commencé d'ailleurs du côté des Sansandes, finalement. Ce sera une coulée verte qui ira quasiment de Paris jusqu'à Noisy-le-Grand. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir avoir à la fois des espaces verts d'intérêt territoriaux, et puis pouvoir, si possible, aussi franchir la Marne pour que tout ça soit un continuum urbain vert qui soit extrêmement agréable. L'aval du conseil départemental pour transformer en agence locale d'insertion la direction qui s'occupait de cela sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil, et maintenant elle travaille ici sur le périmètre de Coubron. Voilà, donc il y a aussi comme spécificité des ateliers de linguistique sur Clichy et Montfermeil depuis la mise en place de l'opération Bonne-Communion urbain et du Grand Ensemble. Voilà, un certain nombre d'actions, je ne vous dévoile pas tout ce soir, mais voilà, ça c'est fait. Est-ce que vous avez un peu de vue sur quand s'arrêteront les subventions? Mais effectivement, je confirme, pour avoir échangé avec plusieurs présidents de copropriétés, sur le fait que certains ont réussi à faire subventionner à 100% leurs travaux de mise en conformité, avec un budget de 5 000 € par habitant dans la copro. Donc c'était suffisant pour financer. Un règlement public local intercommunal qui est en révision, on en parlera tout à l'heure. Et puis une question, c'est sur le sujet des composteurs obligatoires. À ma connaissance, la loi fixe l'obligation pour les villes ou les EPT de fournir à tous leurs habitants une solution de compostage qui vise à pouvoir réduire le nombre de déchets végétaux dans les poubelles classiques. Il me semble que dans certaines villes du territoire, cette obligation est respectée à la fois pour les particuliers qui vivent en pavillon, mais également pour les immeubles qui bénéficient à proximité de composteurs communs. Et à ma connaissance, à Noisy-le-Grand, on n'y est pas encore. Est-ce que c'est
un projet qui va être porté par l'EPT. Une question pour Madame le maire, est-ce que c'est un projet qui va être porté par la ville? Alors, sur votre première question sur les subventions sur l'assainissement, nous avons des garanties jusqu'à la fin du 11e programme de l'Agence de l'eau, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2024. Ensuite, le 12e programme, qui va commencer l'année prochaine, on pense qu'il y aura une forme de continuité, en tout cas sur 25 et 26, pour terminer les travaux qui ont été enclenchés. Je ne sais pas si au type des particuliers, les aides sont toujours aussi importantes, mais en tout cas, je pense que pour les collectivités qui sont engagées dans les programmes de travaux, on continuera à être accompagné. Voilà, ça c'est sur la première question. Et je dis d'ailleurs, nous voterons dans cette salle fin mars un dispositif éphémère encore plus incitatif pour les gens, c'est-à-dire que jusqu'au 1er août 2024, entre le 15 mars et le 1er août 2024, les travaux des copropriétés qui auront été effectués pendant cette période seront payés entièrement, sans plafond. Et pour les particuliers, le plafond est remonté à 15 000 euros. Voilà. Ça, c'est une mesure de l'Agence de l'eau pour essayer d'inciter le plus de gens d'ici les Jeux Olympiques. Alors, la petite difficulté, c'est que c'est pour les travaux réalisés. Et donc, si quelqu'un s'y met, se décide le 15 juillet, ça risque d'être un peu juste. En ce qui concerne le compostage et la problématique des déchets alimentaires, nous avons une obligation au niveau du territoire. Donc c'est au territoire de mettre en place cette politique publique. Donc, nous essayons de regarder comment, en tirant parti des expériences qui ont été mises en place dans un certain nombre de collectivités de l'agglomération parisienne, est-ce qu'on va mettre des points d'apport volontaires dans un certain nombre de villes? Est-ce qu'on va encourager aussi le compostage pour tous ceux qui sont en pavillonnaire? Et est-ce qu'à un moment donné, il faudra quand même mettre en place une forme de collecte en porte-à-porte sur un certain nombre de secteurs? Donc c'est au territoire de décider. Nous avons commencé ces études. Pour l'instant, nous sommes dans une logique de favoriser le compostage. Voilà. Et on reviendra vers vous dès qu'on sera en capacité de vous proposer une politique publique un peu élaborée. Monsieur Manfredi. Oui, très rapidement, pour en effet souligner la qualité du projet Marne Propre. Vous avez répondu à ma question, c'était sur la pérennité ou la poursuite de ce plan qui est indispensable pour l'environnement et pour la qualité de notre Marne. Je veux souligner aussi la qualité des débats en commission, notamment la commission finances, et je ne peux que regretter l'absence des élus de Noisy-le-Grand, où je suis bien souvent, hélas, le seul. Je vous remercie. En direction de tableau, je n'ai pas de questions particulières, quelques commentaires cependant, parce que si on voit effectivement l'activité de GPGE, il y a quand même quelques observations à faire. D'abord, on nous a longtemps dit que les groupements de communes, les EPT, les processus de mutualisation étaient de nature à nous faire connaître, à nous permettre un certain nombre d'améliorations à la fois du service et de diminution du coût d'un certain nombre de prestations. Il n'y a qu'à prendre à Noisy-le-Grand, en l'occurrence, que la question des ordures ménagères pour voir qu'à la fois, la taxe sur les ordures ménagères que les Noisy-le-Grand ont à supporter aujourd'hui est éminemment supérieure à celle qu'ils supportaient lorsque nous n'étions pas dans le GPGE et qu'en plus de ça, la qualité du service a été diminuée. Donc ça doit aussi nous interroger sur la pertinence même de ce type d'institution. Par ailleurs, c'est une institution, pour cela je ne mets pas en cause les gens qui travaillent, Stéphane, j'ai bien compris, mais c'est une institution qui s'ajoute à d'autres institutions. Et pour reprendre les termes de M. le directeur, dans son propos introductif, qui faisait référence au fait que nous appartenions finalement à deux intercommunalités, à la fois la métropole et à la fois les PGE, les termes qui ont été
donné, c'est puisque vous avez voulu avoir votre territoire en plus de la métropole, à vous d'en assumer les conséquences. Moi je vous dis, j'étais déjà élu au conseil municipal à ce moment-là, on n'a rien demandé du tout. On n'a rien demandé du tout. Et que la constitution des EPT, et notamment celui-là, n'était certainement pas demandée par Montgeron et sans doute pas non plus par un certain nombre d'autres communes. Cette espèce de mariage à 14 communes, 400 000 habitants avec des villes qui peuvent évidemment discuter, avoir des processus de coopération, de mutualisation, avec des maires qui à l'époque et encore maintenant se connaissent, se côtoient, discutent et échangent. Eh bien, on est quand même obligé de constater que ce sont aussi des communes qui sont très différentes, qui ont des problèmes très différents, des contraintes très différentes et des moyens très différents. Et ce qui nous amène finalement à constater que, sans doute qu'on y reviendra au moment de la discussion sur le PLUI, ce qui nous amène à constater qu'il y a une forme de contrat presque implicite entre les communes en disant je fais ce que je veux chez moi, je continue de faire ce que je veux chez moi et tu continueras de faire ce que tu veux chez toi. Et viens pas m'embêter et moi je ne t'embêterai pas. Et ça, c'est tout sauf de la coopération. C'est une sorte de mariage forcé où chacun a sa chambre à coucher, si je puis dire. Donc évidemment, en termes de mutualisation, de compréhension mutuelle des discussions ou des problématiques des uns et des autres, ça reste un problème. Et puis c'est illisible, c'est incompréhensible. Moi, j'ai fait des efforts pour écouter M. le directeur général sur l'introduction, finalement. Pardon, mais faut avoir fait l'ENA ou l'INET pour comprendre l'histoire des EPT et la situation dans laquelle on est. Sans doute, vous, au sein de la majorité, et que nous, sans doute davantage, c'est que lorsqu'on est interpellé sur les questions d'assainissement ou sur les questions d'ordures ménagères, c'est pas à l'EPT que les gens posent la question, c'est aux élus locaux, c'est aux élus municipaux. Et donc, et quand on tente d'expliquer, après avoir calmé le jeu, quand on tente d'expliquer comment ça fonctionne, écoutez, les gens nous disent merci, au revoir, et puis ils vont voir ailleurs. Donc c'est strictement incompréhensible. Et enfin, dernier point, et celui-là n'est pas le moindre, c'est ce qu'a évoqué Eric Manfredi tout à l'heure, c'est une instance qui est tout sauf démocratique, puisque finalement, il y a une prime à 90% à l'ensemble des exécutifs en place, ce qui fait que des majorités se retrouvent avec des majorités, et que des oppositions qui sont déjà assez faiblement représentées compte tenu du mode de scrutin dans les conseils municipaux sont encore moins représentées dans les établissements publics territoriaux. Et à cela s'ajoute parfois le manque de courtoisie des élus, des maires de quelques communes qui, à la faveur d'un changement ou d'une démission au sein de l'OPT, ne souhaitent pas remplacer un membre de l'opposition par un autre membre de l'opposition. Je vous remercie. Donc on va passer au sujet suivant.